Bonsoir, bienvenue sur Noah. Place à 20h le rattrapage. Nous allons parcourir ensemble l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, un invité pour nous accompagner. Il s'agit de Laurent Perron, des maires de Lacanau en Gironde. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre présence. Alors, on va débuter par une image rafraîchissante, celle de surfeurs sur la plage de Lacanau, une plage que vous connaissez bien. On l'a appris cette semaine, le surf sera bien l'une des 4 disciplines présentées pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Votre lettre de candidature est-elle prête, Laurent Perrondet ? Ah oui, elle a déjà été envoyée, puisque après la bonne nouvelle de Lausanne, où le CIO a validé le surf à Paris en 2024, on a reçu dès le lendemain une partie de cahier des charges pour un pré-dossier qui doit être rendu au 15 juillet. Donc on est dans les starting blocks et on va travailler nuit et jour pour rendre cette première partie qui fera que notre candidature soit retenue ou non. Et ensuite une deuxième échéance au 15 septembre, où nous devrons remettre notre dossier définitif. Mais c'était aussi une très très bonne nouvelle pour le surf français, et c'est surtout ça que je tiens à mettre en avant. C'est une longue histoire avec le littoral atlantique, donc on est très heureux que le surf soit aux Jeux Olympiques. Des images donc de bords de mer qui font du bien. Partons à présent dans les terres où la canicule sévit. De fortes températures avoisinant les 40 degrés ont été enregistrées dans la semaine. Une grande partie de la région Nouvelle-Aquitaine a même été en alerte canicule de niveau 3. Tant pis donc pour le début des soldes ou pour de nombreux événements contraints de s'adapter. Voyez ce reportage réalisé à Périgueux, en Dordogne. Périgueux, écrasé par la chaleur. À 14h, le mercure affiche 37 degrés. Résultat, seuls quelques courageux s'aventurent en ville. Difficile d'imaginer que les soldes d'été viennent de commencer. C'est bien de sortir un petit peu aussi. En plus, c'est les premiers jours des soldes, donc c'est bien d'en profiter. On est dans les magasins, il y a la clim dans les magasins et ma voiture, j'ai la clim aussi, donc ça va, tout va bien. Une alerte canicule de niveau 3 pour un premier jour de prix cassé. Cette commerçante a dû penser à tout. Alors on a préparé les bouteilles d'eau, un petit goûter, des bonbons, des chouquettes, tout ce qu'il faut. Voilà, pour pas se déshydrater. Elles vont s'hydrater tout au long de la journée. Ces joueuses de tennis participent à l'Open du Périgord sous un soleil de plomb. On a besoin de faire des pauses un peu plus fréquemment, de boire plus souvent. Il fait beaucoup plus lourd, donc physiquement on se sent un peu plus lourd, un peu plus pataude, un peu plus fragile. C'est assez enclavé ici, donc on ressent encore plus la chaleur. Face à ces températures, les matchs de l'après-midi sont décalés de quelques heures. Un tournoi pour enfants est même reporté. Ce matin, on s'est renseigné auprès de la préfecture, auprès de la ville de Périgueux, et on a pris la décision de ne pas faire jouer les enfants. Car la vigilance est de mise pour les plus jeunes. Dans les écoles de l'agglomération, pas de sortie en bus ni d'activités sportives. Certains parents hésitent même à scolariser leurs enfants demain. Journée annoncée comme la plus chaude de cet épisode caniculaire. Je me suis posé la question, il y a un copain qui m'a proposé de les emmener à la rivière. Qu'elle soit à la maison ou ici, elle aura la même température. Et pour faire redescendre la température, cette piscine a élargi ses plages d'ouverture, de quoi permettre aux Périgourdins de se rafraîchir un peu. Voilà, il fait très chaud en ce début d'été, rien d'exceptionnel en tout cela. Est-ce qu'on n'est pas au final un peu marqué par l'événement en 2003 de la canicule ? Oui, je pense. Alors c'est vrai qu'on est tous en train de dire, finalement, on nous rabâche à longueur de journée toutes ces périodes de canicule, de faire attention. Mais peut-être que c'est une bonne chose aussi. On se rappelle quand même que ça avait été dramatique. Donc à notre échelle, il est important aussi, nous les communes, de mettre en place toutes ces mesures qui nous permettent justement de se passer ces périodes plus facilement, en sachant que sur le littoral, on a quand même 4-5 degrés de moins que sur la métropole. Vous avez mis des choses en place particulières sur la commune de Lacanau ? Bien sûr, nos services se sont mobilisés, c'est-à-dire que sur notre EHPAD en particulier, c'est une maison de retraite. Donc là, on est déjà habitué, on a une pièce de vie qui est climatisée où ils passent la majeure partie de leur temps sur ces journées très très chaudes. Et ensuite, nos services, nos agents rappellent un par un toutes les personnes qui peuvent être vulnérables sur la commune. C'est nos fichiers qui nous permettent de faire ça et le suivi que nous faisons tout au long de l'année. En tout cas, beaucoup de bâtiments publics ne sont pas forcément équipés pour ces fortes chaleurs. On l'a vu dans le reportage, certaines écoles ont même choisi de fermer leurs portes en fin de semaine. On y pense moins, mais les établissements pénitentiaires aussi souffrent de la chaleur. Reportage à Limoges, l'une des prisons les plus surpeuplées de la région. À la maison d'arrêt de Limoges, vieille de 170 ans, les murs sont épais, mais la chaleur est bien présente à l'intérieur. Au moins 30 degrés dans les coursives.
Plus de 120 détenus, hommes et femmes, sont concentrés ici, à 2 par cellule, voire à 3 très souvent. Et c'est le système D pour réduire la chaleur. Le seul moyen qu'on a trouvé pour se rafraîchir un peu, c'est de prendre des serviettes, les mouiller et les mettre à la fenêtre. Après, l'administration ici nous donne ceux qui n'en ont pas, bien sûr, des casquettes, tout ce qui est bouteilles d'eau. Ils font des rondes plus souvent pour voir si on va bien. Depuis lundi, la direction applique le plan canicule comme partout en Haute-Vienne, adapté au milieu carcéral. Des ventilateurs sont en vente. Les 3 douches réglementaires par semaine sont revues à la hausse. Nous anticipons les difficultés et les problèmes. Des douches supplémentaires, des douches qui fonctionnent dans les cours de promenade, des points d'eau dans les cours de promenade également. Un repas donc d'été adapté, c'est-à-dire là on privilégie dans les repas des menus d'été, c'est-à-dire beaucoup de salades, de repas froids. La canicule complique la tâche des surveillants, bien plus sollicités que d'habitude, avec un travail un peu plus sous tension et beaucoup de détenus à gérer. Ils ne dorment pas, ils sont fatigués. Déjà, on a trop de détenus dans cette prison. On dépasse la capacité de loin. Donc déjà, certains sont 3 dans la même cellule. On peut comprendre que la chaleur peut créer des tensions. Le manque le mauvais repos dû à la chaleur la nuit, ça crée des tensions, des agacements plus que d'habitude. Donc on est encore plus vigilant et beaucoup plus réactif. Comme dans toute maison d'arrêt, personnel et détenus espèrent ne pas subir la canicule trop longtemps cet été. Laurent Perrandé, je vous voyais réagir pendant le sujet. C'est vrai que c'est une population auquel on ne pense pas forcément. C'est vrai, ça nous interpelle, mais avec la promiscuité, les conflits entre détenus, je pense que la chaleur, psychologiquement, ça va être difficile à supporter. Et on parle de tension, moi je pense que ça va même au-delà de ça. Je pense qu'il faut qu'on se penche vraiment sur l'avenir de nos prisons et comment mieux faire vivre les gens qui y sont, parce que quand on les fait sortir ensuite, ça peut devenir très compliqué, parce qu'on n'a pas réussi justement à passer ce processus de réintégration tout au long de leur parcours. Donc ça, je crois que ça fait partie des choses qui, dans l'avenir, on a été rappelé plusieurs fois à l'ordre par toutes les différentes structures au-dessus de notre pays, dont l'ONU, je pense, mais l'Europe aussi nous a rappelé à l'ordre sur nos prisons. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant et vraiment que ce plan prison qui est repoussé de gouvernement en gouvernement prenne en toute sa mesure. Alors, sur la question de la chaleur, on parle beaucoup de réchauffement climatique qui va nous amener à subir de plus en plus ce type de température. Pensez-vous que nous sommes prêts en France par rapport à ces pics de chaleur que l'on va subir dans les prochaines années ? Alors, je ne sais pas, c'est toujours arrivé sur 2 ou 3 jours de ces épisodes de canicule. Là, on peut s'apercevoir qu'on est encore un petit cran au-dessus. C'est ça qui nous interpelle. Je pense qu'à chaque collectivité doit prendre la mesure aussi de ça, parce que c'est des petites actions au quotidien qui font que tout le monde doit prendre en compte, et pas uniquement des mesures de gouvernement. Donc je crois que la transition écologique, la transition énergétique, ça doit parler à chacun d'entre nous, et à notre niveau, les petites communes et les communes, on doit déjà lancer toutes ces actions-là, et nous c'est ce qu'on est en train de faire à travers notre agenda 21, et toutes les actions où on a banni le plastique, où on a des réflexes qui deviennent des habitudes. Et ça, c'est bien agréable de voir une commune qui a pris en compte, à travers ses habitants, ces réflexes-là. En tout cas, les services d'urgence sont particulièrement mobilisés pendant cette période. On va voir cet exemple au CHU de Poitiers avec ces fortes chaleurs. Les responsables des urgences craignent un afflux de patients dans les jours à venir. Premier patient de la journée lié aux fortes chaleurs. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous étiez en train de bricoler dehors, si j'ai bien compris, c'est ça? J'ai passé la débroussailleuse au soleil, puis d'accord. Peut-être un coup de soleil. Cet homme de 53 ans est immédiatement pris en charge. On va lui faire un bilan sanguin, vérifier qu'il n'y a pas de souci. On va l'examiner, bien sûr. Et puis, si tout va bien, si les anomalies sont bonnes, il rentrera à la maison ce soir. Depuis 48 heures, l'hôpital de Poitiers a déclenché le plan bleu, le plan canicule. On a mis en place effectivement des brumisateurs qui permettent aux patients déjà de se désaltérer dès qu'ils arrivent. On a également installé donc différents ventilateurs dans les différentes pièces qui sont sensibles à la chaleur. Et puis donc pour les patients spécifiques, nous disposons de 2 chambres équipées de climatiseurs pour un séjour prolongé. Sensibilisation du personnel, menus allégés et même des renforts supplémentaires. Nous avons également prévu de mobiliser nos étudiants de médecine qui pourraient accompagner les patients durant leur attente avant le médecin pour les accompagner, leur proposer de boire. Mais venir aux urgences, c'est uniquement dans les cas extrêmes,
Pour éviter la surchauffe du service, il est conseillé d'appeler le 15. À partir du moment où on a des signes, des symptômes, je dirais, de fatigue inhabituelle, ou qu'on voit un proche qui a un comportement, on va dire, comportement inhabituel, il ne faut pas hésiter à nous appeler, ne serait-ce que pour qu'on vous oriente. Le CHU de Poitiers dit ce soir être en capacité d'accueillir 40% de patients supplémentaires au plus fort de la canicule. Voilà, mieux réguler l'arrivée des patients et éviter d'encombrer les urgences. Un mot, Laurent Pérondet, sur le mouvement social dans les hôpitaux. 131 services d'urgence en France sont en grève depuis mi-mars. On découvre derrière vous des images en provenance de Brive. 70 millions débloqués par le gouvernement, jugés insuffisants. Et 9 Français sur 10 soutiennent ce mouvement. Est-on tout simplement arrivé à un point de rupture? Peut-on réaliser tout simplement des économies sur la santé? Ce n'est pas uniquement que sur la santé, il y a des choses qui sont incontournables quand on connaît la pénibilité de ce genre de travail et le cœur que ces personnels mettent, que ce soit les gardiens de prison tout à l'heure, mais aussi les infirmières. Moi, je le vois au niveau de notre maison de retraite, ce sont des métiers pénibles où on a aujourd'hui, en plus... Qui ne sont pas reconnus aujourd'hui, selon vous? C'est pas qu'ils ne sont pas reconnus, mais on ne donne peut-être pas envie de les faire et aujourd'hui, on a même des complications pour recruter. Donc si ces services-là sont mis en danger aujourd'hui, c'est qu'aussi on doit faire face à des difficultés de recrutement et on se retrouve avec des équipes qui sont amoindries. Alors c'est dans les services d'urgence, mais c'est aussi dans les hôpitaux classiques où aujourd'hui, pas que sur ces métiers-là malheureusement, on a des complications pour recruter. Même au niveau des collectivités, aujourd'hui, on n'attire plus. Donc on doit se poser la question et on doit peut-être faire aimer ces métiers et peut-être qu'à travers notre parcours scolaire, on doit pouvoir peut-être plus intégrer dans les entreprises, avoir ces parcours-là qui nous permettent justement de les apprécier, de les aimer et d'avoir envie de les faire et pas uniquement de faire un métier pour avoir un métier. En tout cas, il y a une question de moyens sur cette question. Faut-il le voir comme un signe de mauvais augure? Mais à Limoges, l'hélico SAMU est en panne depuis plusieurs jours. Un outil pourtant indispensable dans le secours aux personnes. On regarde le reportage et on en reparle juste après. Une panne de rotor, nous dira en fin d'après-midi l'agence régionale de santé. Mais des syndicalistes viennent de l'apprendre dans la matinée. L'hélicoptère du SAMU est cloué à terre depuis mardi minuit. Apparemment, la panne est suffisamment grave pour demander à avoir un nouvel hélicoptère qu'on aura peut-être, et je dis bien peut-être, qu'en fin de semaine. La CGT a saisi la direction du CHU qui jusque-là ne nous a pas répondu sur ce sujet. En matière d'urgence, chaque seconde compte, mais sans hélicoptère, cela peut multiplier le temps d'intervention par 3 selon les syndicats. Et en ce moment particulièrement, c'est dangereux. C'est une évidence, on peut avoir des urgences absolues en période de canicule. Chez les personnes âgées, c'est les insuffisants cardiaques. Sur les personnes en traitement aussi cancéreux, ça peut être gravissime. Non, pas d'inquiétude, affirme l'ARS, qui, une fois l'info connue, a pris des mesures. Des appareils de Bayonne, Périgueux, Poitiers et Châteauroux sont mobilisables, plus, si besoin, ceux de la gendarmerie et de la protection civile du Puy-de-Dôme. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour assurer les transferts sanitaires urgents par les autres appareils Héli-SMUR de la région. Donc tous les appareils qui sont disponibles vont participer à ces transferts urgents. Donc non, il n'y a pas de mise en danger des patients pour lesquels tous les transferts nécessaires seront assumés par le SAMU de Limoges en lien avec les SMUR de la région et les appareils gendarmerie et sécurité civile. Si on en est là, selon le syndicat Sud, c'est parce que depuis 2017, la société du Var, qui a remporté le marché pour l'hélicoptère du SAMU, offre des services au rabais. Là, finalement, on est un peu tributaire, d'une société qui n'honore pas son contrat. En fin d'après-midi, l'hélicoptère défectueux était pris en charge par une grue et sera réparé par Airbus au Canet-des-Morts, dans le Var. Laurent Pérondet, vous êtes particulièrement concerné par cette question. Vous êtes le maire de Lacanau. Vous avez une base, effectivement, d'hélico durant l'été ou durant toute l'année? Non, durant l'été. Durant l'été. Du mois de mai jusqu'au mois fin septembre. On imagine l'importance d'un tel outil sur le littoral? Bien sûr. Alors là, c'est plus un problème de délégation. Je ne pense pas que ce n'est pas un problème de moyens sur cet hélicoptère-là, puisqu'on s'aperçoit qu'on est capable de les déployer et les services de l'État en général réagissent assez vite quand c'est des problèmes de sécurité. Chez nous, elle est très importante parce qu'elle ne répond pas uniquement aux besoins des baigneurs ou des gens qui sont sur la plage, c'est aussi les accidents de la route. Et quand on regarde depuis toute la façade littorale girondine, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont là. C'est une ville de l'importance de Marseille qui se trouve entre le Verdon et puis la Teste. Donc c'est normal qu'on ait cet hélico qui soit prépositionné pendant les mois d'été, mais aussi on milite tous les ans avec un syndicat que je dirige pour justement garder ces moyens-là et on participe aussi, alors
en mesure de nos moyens à la bonne santé de la base et de l'hélicoptère. On va passer à présent à un autre sujet de saison, les incendies de forêt. Les services de l'État ont présenté cette semaine le dispositif estival de lutte contre ces incendies déployé cet été en Gironde, un département particulièrement concerné par la question. On regarde. Revue des forces avant un été que les pompiers espèrent le moins brûlant possible. Ce camion-citerne de 6000 litres est le seul outil capable de combattre les départs de feu dans les chemins forestiers. On n'a pas le choix, on n'a que ça pour la forêt, il n'y a que ça pour rentrer dans les bois, quoi. Chez nous, on arrive à faire, je pense sur Saint-Médard, 2 à 300 interventions par an. La Gironde est le département qui compte le plus grand nombre de départs de feu en France, plus de 1000. La plupart sont maîtrisés rapidement, mais la situation dérape parfois, comme en 2015. À Saint-Jean-d'Illac, à 18 km de Bordeaux, 550 hectares étaient partis en fumée en 3 jours, nécessitant de gros moyens terrestres et aériens. L'entretien de la forêt est l'œuvre des bénévoles de la DFCI, financée par les propriétaires forestiers. La replantation après les tempêtes de 99 et de 2009 rend le massif particulièrement vulnérable. On a plus de 350 000 hectares aujourd'hui dans le massif aquitain qui sont plantés de jeunes plants. Et effectivement, entre la partie herbacée et le jeune plant, il n'y a pas de distance. Et donc là, il y a un risque plus important. C'est pour ça qu'il faut être encore plus prudent, parce qu'après, on pourra avoir un paysage désolant. Les camions sans les hommes ne pourraient rien. Les sapeurs-pompiers ont entamé un mouvement de grève nationale pour réclamer plus de moyens. Première revendication, un recrutement important pour renforcer les troupes. Malgré tout, les hommes du feu seront à leur poste cet été. Est-ce que vous avez déjà vu des pompiers ne pas répondre à un appel? Moi, jamais. Et je sais que la responsabilité de chacun interviendra avant tout. Et c'est ça l'important. 94% des départs de feu sont d'origine humaine. À défaut d'être pompiers, ne soyons pas pyromanes cet été. Voilà pour ces consignes. Un mot, Laurent Perrondet, sur le travail des sapeurs-pompiers, mais aussi leur malaise. On a parlé un peu plus tôt de celui des infirmiers, mais parlons de celui des sapeurs-pompiers. On l'a entendu dans le reportage, un mouvement de grève a été lancé jusqu'au 31 août pour dénoncer le manque de moyens. Certains sapeurs-pompiers se disent à bout de souffle. Vous l'entendez ? Je ne l'entends pas dans ma caserne, dans le canot. C'est vrai que la transformation du SDIS les dernières années a amené quand même des changements de rythme de travail pour les sapeurs-pompiers. 1 million d'interventions supplémentaires ces 15 dernières années. C'est surtout dû. Alors, il y a beaucoup de périodes de recrutement. Le SDIS recrute beaucoup en ce moment. On est impacté par justement l'attractivité de la Gironde. C'est-à-dire que c'est 30 000 habitants qui rentrent tous les ans sur la Gironde depuis plus de 10 ans. Notre département aujourd'hui doit avoir des moyens supplémentaires parce que le nombre de ses habitants a augmenté. Le conseil départemental et les communautés de communes ont fait un très très gros effort cette année. La Bordeaux Métropole a fait un très très gros effort financier pour l'année 2019 pour le budget du SDIS. Donc ces budgets-là, ils sont là. C'est un fort budget d'investissement. C'est vrai que les pompiers ont raison de tirer la sonnette d'alarme, mais quand même les collectivités ont quand même répondu à une certaine partie des demandes du SDIS 33. Passons à présent à un projet qui concerne directement vous, Laurent Perrondet, celui du tram-train du sud Médoc. L'idée est de combiner les moyens de déplacement entre la métropole bordelaise et Lacanau d'ici 2030. On regarde les explications dans ce reportage et on en reparle juste après. Ici, nous sommes sur une zone de raccordement du projet, à Saint-Médard-en-Jalles, en présence d'élus du Médoc. La future liaison entre la métropole et Lacanau, un peu plus de 40 km, pourrait voir le jour sur une emprise existante en 2030. L'évidence ici, c'est que c'est une entrée essentielle dans la métropole. Et ce qui se joue ici, c'est la vision qu'on a d'une métropole qui est inclusive et qui vraiment travaille avec les territoires à côté, travaillant principalement sur la première question qui intéresse les gens, qui est celle de la mobilité. Actuellement, la ligne D du tramway est en travaux. Ce mode de transport pourrait être combiné au train. Plusieurs tracés sont proposés à travers le Médoc. Les objectifs sont clairs, attractivité et désenclavement. Castello, c'est une ville qui se développe énormément puisqu'on prend une centaine d'habitants maintenant par an et nombreux Parisiens ou régions parisiennes viennent s'installer chez nous et ont justement cet intérêt à pouvoir prendre le tram-train et aller sur Bordeaux à la gare Saint-Jean et pouvoir prendre ensuite le TGV. Pour être complet, la future liaison avec le littoral se conçoit depuis la gare Saint-Jean. L'enjeu est économique mais aussi écologique.
pour absorber sur ces départementales un trafic automobile de 15 000 véhicules jour. C'est à peu près 200 millions d'euros pour aller jusqu'à la Cannes-Océan, en sachant qu'un quart de la partie qui est la plus chère, c'est la partie tram de la métropole, donc on reviendrait à 150. Mais ça, c'est une étude d'opportunité avec un tram électrique. On sait qu'aujourd'hui, de nouvelles technologies nous permettent aussi d'envisager, et c'est la future étude qui le définira, d'avoir peut-être un moyen de transport à hydrogène qui diviserait les coûts d'investissement par 4. Le projet sera bientôt sur le bureau de la région. Les élus devront faire la synthèse tram-train pour le Médoc. L'idée est plutôt séduisante, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Bien sûr, mais ce n'est pas très compliqué dans la réalisation, puisque les emprises sont déjà départementales, que ce soit sur la piste cyclable que l'on conserverait et que ça serait à côté de la piste cyclable, ou que ce soit le long de la départementale ou de la 215 ou de la départementale 6. Toutes ces emprises-là, il n'y a pas d'emprise privée. Donc c'est dans la technique pour réaliser ce train-tram, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, nous, on a fait une étude d'opportunité qui valide ce projet-là finalement. On sait qu'il serait, même dans son fonctionnement, à l'équilibre si on reste sur les tarifs qui sont réalisés par exemple pour le TER, pour les Arcachon. Mais nous, on n'a rien imposé, on demande juste à la région Nouvelle-Aquitaine, qui est notre partenaire institutionnel à travers le GIP sur l'érosion du littoral, mais aussi sur toutes les politiques littorales en général, de prendre derrière l'étude de faisabilité qui nous justement fera démontrer à la fois le mode de transport. Quand on électrifie un rail, ça coûte 4 fois plus cher que si c'est un train à hydrogène qui est dessus. Mais la principale chose, c'est que des 30 000 habitants qui rentrent en Gironde tous les ans, 65% le sont dans la ruralité. Donc la métropole a bien compris qu'il fallait se tourner vers nous et que si on ne voulait pas que le département de la Gironde finalement implose et reste toujours aussi attractif, il fallait qu'il travaille avec les territoires, avec le littoral et avec la ruralité. Justement, le plus pour les usagers, un gain de temps, j'imagine, un transport plus facile, plus aisé? Alors gain de temps, oui, parce qu'à terme, quand on voit le nombre de voitures qui s'ajoutent et qui s'accumulent d'année en année, on va mettre de plus en plus de temps pour aller Bordeaux-Centre-Ville. Mais regardez tout ce qui se passe sur le cadran ouest de la métropole avec le développement des activités autour de l'aéronautique. Bon, mais ils viennent habiter chez nous, ces gens-là. Ils sont sur le cadran ouest. On est de plus de 15 000 véhicules par jour qui passent par le carrefour que vous avez vu tout à l'heure. Donc avoir un train qui mette 30 minutes entre l'Océan et Picot, déjà avec un parking relais, et en plus aller jusqu'à la gare Saint-Jean à 1h30, aujourd'hui en voiture, on ne met pas moins. Voilà maintenant une mauvaise nouvelle pour le bilan carbone. Justement, à Limoges, le centre de tri postal a fermé ses portes. Résultat, si l'on poste une lettre à Limoges, pour Limoges, celle-ci doit transiter par Poitiers. Mais au-delà de cette situation un peu ubuesque, il y a les emplois du désormais ex-centre de tri de Limoges. Le personnel s'inquiète pour son avenir. Depuis le 25 avril, il n'y a plus aucun centre de tri postal en Limousin. Si vous envoyez une lettre depuis la Creuse ou la Corrèze, elle sera triée à Clermont et le courrier de Haute-Vienne, lui, est trié à Poitiers. Exemple, vous habitez Limoges, votre destinataire aussi. Cette lettre, elle va partir à Poitiers. À Poitiers, elle sera triée et elle va revenir à Limoges pour être distribuée par un facteur de Limoges. C'est une lettre urgente, ça devrait mettre 24 heures. Mais il n'y a aucune garantie. Alors pas sûr que payer un timbre au tarif le plus élevé soit très utile. Autre chose, plus de centres de tri à Limoges, c'est 111 personnes qui s'inquiètent pour leur futur reclassement. En février, va ouvrir ici, sur la zone de la Grande Pièce, une plateforme multiflux. On y dispatchera colis et courriers, mais ça ne sera pas un centre de tri. En attendant, les agents sont dans un stress total. 56 personnes vont être reclassées dans cette plateforme sur 111. Et les autres, on ne sait toujours pas. Et s'il n'y a pas de place à la plateforme de Limoges, ça sera compliqué de leur trouver de la place dans les centres de distribution qui sont déjà en sureffectif d'après la Poste. Sans compter certains facteurs qui subiront, selon plusieurs syndicats, réaffectation et journées coupées en deux. C'est une restructuration globale que la Poste a décidé de faire depuis l'annonce de janvier 2017. Ça concerne surtout la plaque de Limoges et en Bazac et Aix et Nieul qui seraient intégrés au bureau de poste de Brantôme. Une pétition concernant les facteurs vient d'être remise. Une réunion plénière de négociation devait avoir lieu pour le centre de tri, mais la direction l'a repoussée au 5 juillet. La direction de la Poste que nous avons sollicitée et dont nous attendons d'ailleurs toujours la réponse. Il nettoie les cours d'eau à l'aide d'un gros aimant. Un Périgourdin débarrasse des déchets métalliques la rivière qui traverse la ville de Périgueux, c'est-à-dire l'île. Un reportage qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux, c'est donc l'Instant Web.
fait même pas une petite heure que je suis là et c'est vrai que la pêche est bonne. Ça, je le jetterai pas parce que c'est très joli et c'est hyper plaisant de trouver des beaux objets comme ça. Allez, de quoi nous mettre l'eau à la bouche à présent. Une vingtaine de jeunes restaurateurs européens se sont attelés cette semaine à un vrai défi. Cuisiner sans électricité au milieu des vignes de Cognac. Et vous allez voir, chacun a sa technique. Pour ce chef de Jarnac, cuisiner sans électricité est devenu une épreuve physique. On va y arriver là. Ouais. Il y en a encore 2 boîtes comme ça. Ici, de l'azote liquide pour réaliser une crème glacée. À côté, un feu de bois pour cuire du foie gras. Les chefs découvrent une autre manière de cuisiner. Elle est qu'il ne faut pas dénaturer le produit, puis il faut garder le produit le plus naturel, enfin la cuisson la plus parfaite. Avec du charbon, avec du bois, qui n'est pas forcément évident. Parce que là, on sort de notre confort complètement. Même le chaudron est utilisé pour faire une soupe hydrolat de foin aux truffes. C'est pas trop compliqué là de cuire, justement je vous cligne les yeux, c'est compliqué. Alors ça dépend par où le vent souffle. La maîtrise du feu n'est pas toujours évidente, mais dans les assiettes, le choix des mets a fait mouche auprès des convives inscrits à ce déjeuner. Donc glace au bœuf maturé avec une glace au chêne. Une glace au chêne? Ouais. Une escomade de pomme de terre. On ajoute un petit jus infusé au copeau de chêne. Copeau de chêne. Oui. Très bon. Ouais, ça j'en doute pas. Hein. Et c'est vrai que c'est super sympa parce que on partage, puis même pour les gens, voilà, au moins leur barbecue du dimanche, ils peuvent voir qu'on peut faire un truc un peu plus sympa qu'une saucisse ou voilà, une merguez. L'autre idée de ces challenges, initiés par les jeunes restaurateurs européens, c'est de mettre en lumière des produits locaux. Vins, bières charentaises agrémentaient des plats réalisés à partir de truites de Jansac ou assaisonnés avec du vinaigre de Bouteville. Voilà, pas sûr qu'on soit aussi habile avec des barbecues. Laurent Perrondet, des talents cachés peut-être en la matière? Oui, on sait faire, sans électricité à la canon. Oui. Allez, on va se quitter en musique avec ce rappeur landais, Virgile, qui vient de créer une chanson dédiée aux Bleus de l'équipe de France féminine de football. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. On augmente le niveau, chauffé, on a plus que les crocs. Là, sur les terrains de France, ça va pas rigoler. Avec un Tiné, choqué, ça va pas rigoler. Choqué. Voilà une manière d'honorer ces femmes qui jouent au ballon et qui jouent plutôt bien en plus. Oui, mais les femmes font du surf aussi. Les femmes font du surf. Justement, on va en parler de ce surf. C'est la tradition dans cette émission. On demande toujours à l'invité de sélectionner une image qui a retenu votre attention, et bien sans... Ah oui, mais ça va être le 40e anniversaire du Lacanau Pro, donc on va faire les choses en grand avec notre partenaire Girondin 20 et le Lacanau Surf Club. Donc cette année, c'est le 40e anniversaire. Des vieilles gloires vont venir nous retrouver, ceux qui l'ont gagné dans les années 80 et 90. On a aussi nos futurs partenaires de Mafra et Ricera avec leur maire qui va venir et ses compétiteurs faire une compétition comme Técanolé. Et un programme d'animation plein de surprises, donc j'invite les métropolitains, les Girondins et bien sûr les habitants de Nouvelle-Aquitaine à venir nous retrouver du 11 au 18 août à Lacanau. Une belle préparation peut-être pour ces JO 2024 qu'on espère en partie sur les plages de Lacanau. On va pouvoir leur montrer une fois de plus ce que l'on sait faire dans notre professionnalisation pour organiser ce genre d'événement. Laurent Perronnet, merci de votre présence. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Lacanau. Merci. Merci à vous. 20h, le rattrapage, c'est donc terminé. Cette émission prend ses quartiers d'été, mais nous vous retrouvons bien sûr à la rentrée. Passez d'excellentes vacances et à très vite.